Si vous étiez sur votre téléphone ou votre ordinateur hier vers midi 13h à peu près, vous étiez probablement dans la même situation de panique que toute la planète. Pour une raison très simple, Google était down. Aussi fou que ça puisse paraître. J'y ai pas mal réfléchi et ça m'a donné l'idée de revenir sur cet événement et sur toutes les choses qu'on peut en tirer. Générique. Donc pendant 1h37 à peu près, Google était down. Les services Google, que ce soit YouTube, Gmail, Google Ads, Google Drive, Google Agenda, tout ce que vous voulez. Les services qui utilisaient Google Cloud Platform, qui est le cloud de Google. Et en réalité, tous ces trucs n'étaient pas forcément vraiment down. Ils sont revenus sur le sujet après et ils ont dit qu'il y avait un problème avec la brique d'authentification. Ce qui faisait que certaines personnes en navigation privée pouvaient accéder à YouTube par exemple à certains moments. Mais ça dépendait où et certains services étaient up pour certaines personnes. Et en même temps, Discord, qui est pas un produit Google mais qui est sur le Google Cloud Platform, avait aussi des ennuis au même moment. Enfin bref, c'est un flou artistique, mais globalement on va dire Google était down. J'ai mentionné le Google Cloud Platform. Le cloud de Google, c'est en gros leurs data centers qui sont mis à disposition des entreprises ou des particuliers pour y faire tourner littéralement ce qu'on veut sur leur machine, des services web, des bases de données, des programmes de calcul, etc. Je sais pas si vous aviez déjà entendu le nom de GCP, Google Cloud Platform, mais vous avez peut-être entendu AWS, qui est l'équivalent pour Amazon, ou Azure, qui est l'équivalent pour Microsoft, qui sont les trois plus gros services cloud qui prennent la plupart du gâteau. Alors déjà, on peut se dire intuitivement que c'est de l'ordre de l'extrêmement exceptionnel, ce genre de panne. Parce que à cette échelle-là, ces entreprises, elles ont des systèmes de redondance qui font que s'il y a une machine dans un data center qui tombe, a priori, c'est pas très grave. Si tout le data center tombe, a priori, c'est même pas très grave parce qu'il y en a d'autres qui relayent. Quand tu t'appelles Google, Amazon ou Microsoft, des data centers, t'en as partout sur la planète. Les données que tu stockes, elles sont à plusieurs endroits en même temps. Souvent, il va y avoir l'utilisation de CDN, Content Delivery Network, qui permettent en fait d'optimiser le trajet des données, des paquets d'informations sur la grande toile d'internet pour que ce soit au plus proche de vous, pour gagner du temps, de la performance et de l'efficacité, notamment énergétique. Vous avez peut-être déjà entendu le nom de Cloudflare par exemple. Bon, mais le truc c'est que malgré tout ça, en fait visiblement, ça arrive. Comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Même Google peut être down. Là par exemple, ils ont dit que le problème c'était un problème avec le système d'authentification, avec une histoire de quota de stockage interne. Ils avaient plus de place sur leur disque dur. Dit comme ça fait un peu ridicule. Et peut-être que ça vous étonne que ça puisse arriver, des pannes d'une aussi grosse envergure. Peut-être que vous avez cette sensation que avant il y en avait beaucoup moins. C'est probablement le cas. Je sais pas s'il y a des stats précises qui ont été faites, mais je pense pas m'engager énormément à dire que des pannes d'une aussi grande envergure, il y en a beaucoup plus ces quelques dernières années. Pas en volume, hein, il y avait peut-être plein de petites pannes partout avant. Mais là, tout internet d'un coup, pendant une heure qui marche plus, une fraction significative, c'est assez récent. Et il faut dire que c'était prévisible. Le paysage du web a énormément changé ces dernières années. À la vitesse de l'éclair, mais sans forcément qu'on s'en rende compte précisément. En tout cas, nous, les utilisateurs. La réalité, c'est que les quelques noms que je vous ai cités juste avant, et une poignée d'autres, ont un impact et un pouvoir gigantesque maintenant sur Internet au niveau mondial. Peut-être pas en Chine. Eux, on pourra dire ce qu'on veut, mais ils sont encore souverains. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, une panne peut-être même encore plus importante que celle qui est aujourd'hui, de DNS, une entreprise dont vous n'aviez jamais entendu parler, qui est une panne donc de DNS, qui n'a rien à voir, mais qui avait eu un impact tout aussi impressionnant. On pouvait plus accéder à Twitter, à Netflix et à au moins 175 000 sites web. Alors c'était une panne de DNS. Là c'est vraiment les serveurs de Google qui avaient un souci, qui fait que quand on va sur la page, quelque chose s'affiche. Mais trouver les serveurs de Google, c'est pas un problème, c'est juste qu'ils marchent pas. Quand c'est au niveau du DNS, les serveurs peuvent fonctionner sans problème, mais on peut pas les trouver. Donc on peut pas entamer de discussion avec eux. Et bah une étude récente montre que si AWS, Cloudflare ou GoDaddy tombaient en panne, à peu près 40% des 100 000 sites web les plus visités seraient down aussi. Comme un château de cartes dont tu fragilises la base. Cette panne en plus, elle avait été causée par une cyberattaque, un DDoS du botnet Mirai, dont on avait parlé. Je vous invite à aller voir la vidéo, mais en gros, c'était la merde. Et tout ça, ça pose quand même des grosses questions, parce que la centralisation des serveurs et des données transfère la responsabilité de centaines de milliers de services à une poignée d'acteurs géants, mais quand même une poignée. Et en réalité, la problématique des particuliers qui utilisent qu'une poignée de services et des entreprises qui préfèrent héberger leurs trucs sur une poignée d'entreprises, c'est un peu la même en fait. C'est un peu la même problématique. Pourquoi tout le monde s'est mis à utiliser une poignée de services? Ça doit bien avoir des avantages. Ils attirent toujours avec le côté magique. Un peu comme quand vous avez toujours utilisé des logiciels de merde et que vous arrivez sur la suite Google. Bon bah, ce que peut faire les Microsoft, Amazon et compagnie en mutualisant les coûts avec des économies d'échelle de ouf, c'est quand même très
très stylé. Vous avez une facilité d'utilisation, de déploiement. J'en parlais dans ma dernière vidéo pour le site de ma nouvelle entreprise. J'utilise Netlify qui est sur AWS. Bon bah clairement, l'expérience en termes de scalabilité, la proportion à prendre 100 000 visiteurs dans la journée, puis 2 le lendemain. De fiabilité, de coût, bon bah clairement, entre ça et un petit serveur familial au bureau, bah il n'y a pas photo. Et sur le plan de la sécurité aussi, c'est des entreprises qui, théoriquement, ont des standards de sécurité vachement plus élevés, une meilleure expertise, etc. Tout ça pour dire que c'est génial à tous les niveaux. Mais ne soyons pas naïfs, ça a un coût. Utiliser seulement les services de Google, Facebook, Twitter, Instagram, et ben également, ça a un coût. Dans le cas des histoires de cloud, parce que c'est mon sujet aujourd'hui, c'est quand même une perte d'indépendance, voire de souveraineté, des single point of failure, comme on dit. Je vais me faire enculer encore. Des points de défaillance uniques. Alors non pas à l'échelle du service ou du serveur, mais à l'échelle d'internet tout entier. C'est-à-dire que si un géant marche plus, ça va sûrement arriver plus rarement que votre hébergement familial. Mais quand ça arrive, c'est la merde partout. Et aussi, ça crée des cibles plus évidentes pour les cyberattaques. J'arrête de m'éparpiller, vous allez voir où je veux en venir. Je sais pas si vous avez déjà été fumeur, mais le moment où on s'aperçoit le plus d'une dépendance, c'est quand on vous l'ôte. Et aujourd'hui, pendant l'espace d'une heure, ça m'a rappelé à quel point personnellement, je ne peux pas travailler et donc vivre sans Google. Peut-être que vous aussi vous avez eu cette sensation désagréable, en tant que youtubeur bien sûr, mais aussi en tant que développeur. Alors il faut être honnête, j'adore les alternatives, Point, Ecosia, DuckDuckGo. D'ailleurs DuckDuckGo marche à moitié je crois, mais sur des recherches très pointues, il n'y a même pas de comparaison possible. Et donc cette sensation désagréable qui te dit les quelques trucs qui comptent vraiment pour toi dépendent d'une poignée d'entreprises. Et non seulement vos intérêts ne sont peut-être pas alignés, mais en fait, cette sensation d'infaillibilité qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines entreprises, en fait, c'est plus une impression ou un bon marketing qu'une réalité. Oui, un site peut tomber, oui, vous pouvez perdre le contenu de votre Google Drive, oui, des géants peuvent se faire pirater et leaker nos données par centaines de millions, et oui, des grandes entreprises peuvent se faire et se défaire en l'espace de quelques années. Mais alors faut-il pour autant abandonner complètement l'utilisation des services Google, d'Amazon? Pas forcément. Mais juste, il faut se rendre compte que ça a un coût. Et un coût plus insidieux parce qu'il n'est pas écrit sur une facture. En tant que personne, le coût de vos données, de votre vie privée. En tant qu'entreprise, le coût de votre indépendance. Et peut-être en tant que pays, le coût de notre souveraineté. C'était Micode. Salut!